je vois que le public est un petit peu dissipé, mais c'est normal parce qu'on arrive à la clôture de 2 journées de colloques qui ont été intenses. J'ai pas pu participer à tous vos travaux, mais ce que j'en ai vu en tant qu'universitaire, je suis admirative. Donc je vais commencer par des remerciements sincères à l'adresse de Laure Bélanger, parce que vous ne savez probablement majoritairement pas ce que signifie l'organisation d'un colloque, mais il y faut une obstination, une énergie et une endurance remarquable. Et c'est ce qu'elle a réussi à produire pendant ces 2 journées, et vous en êtes le témoin vivant puisque vous êtes encore là, et même si vous êtes fatigué, donc on va essayer d'être rapide, en tout cas pour moi. Et je ne doute pas que ceux qui m'encadrent seront eux parfaitement intéressants, donc ça passera très bien. Mais merci beaucoup Laure. Merci Laure de l'avoir organisé sur ce thème-là. Merci aussi de l'avoir organisé à l'université. Parce que je suis très reconnaissante de ces regards croisés. C'est quelque chose que je fais, que j'essaye de faire, et c'est assez difficile à l'université. Mais là, vous avez réussi à avoir des professionnels d'horizons très différents. On a eu des discours très différents, très riches. On tirera chacun particulièrement enrichi du fruit de ces débats. Donc merci pour ce fait aussi. Et puis un dernier remerciement alors, mais lui il est plus réservé. Puisque ce n'est pas moi qui aurais dû être là ce soir, c'est Alain Moiran. Et Alain Moiran, que beaucoup connaissent, qui est le spécialiste des institutions locales et qui est bien mieux que moi, puisque moi je suis totalement incompétente en la matière, qui, je vous le dis, c'est même pas le syndrome de l'imposteur, c'est la vérité, c'est l'énonciation de la vraie vérité, si on peut dire. Et Alain a eu un empêchement, il vous prie de bien vouloir l'excuser, mais lui, il était maître de l'enchevêtrement des compétences entre les différents niveaux des collectivités, et il aurait pu éclairer les différents discours, les différents propos que nous allons écouter. Donc merci Laure de m'avoir invité, mais avec cette réserve de mon incompétence que tu sais, et dont je vous prie de bien vouloir accepter les inconvénients dans les minutes qui viennent. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est, au-delà des remerciements, c'est qu'on a vu depuis hier la question des représentations sociales, culturelles, de l'animal, dans ses différents statuts, auteurs, victimes, enfin bon, je ne reviens pas sur la richesse de ce qui a été dit. Et puis, tout à l'heure, on a eu le monde judiciaire, et là on clôt. Alors je suis professeure de droit public, c'est plutôt bien, on clôt par l'autre monde, c'est-à-dire plutôt le monde administratif, l'autorité administrative, avec un libellé qui a été rappelé, c'est-à-dire quelles actions pour les collectivités. Et si vous faites attention, c'est pas une symétrie avec le propos précédent, c'est quelles obligations pour les particuliers détenteurs, quelles actions pour les collectivités. C'est un champ très large, parce que ça va être action normative, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Donc ça va être le schéma normatif. Ça va être aussi la question du contexte, et ça sera repris, je crois, notamment par Mataheri. Mais il va y avoir à la fois, parce que dans l'ordre d'apparition du colloque, on a un petit peu inversé les rôles, histoire de créer un peu de surprise, et c'est Mataheri Méré qui va intervenir en premier, en nous parlant donc du contexte, et puis des textes sur lesquels il s'appuie, donc des différentes obligations. Ensuite, nous aurons Michael Moubengel qui nous parlera, mais que se passe-t-il si les obligations ne sont pas respectées? Et lui, il aura un regard mais il aura un regard contentieux, mais de droit public, de juge administratif. Et puis enfin, on aura en clôture Michael Fidel, qui est avocat, et qui aura peut-être lui un propos, alors je ne sais pas, il n'aime pas que je dise ça, mais je vais le dire quand même, un propos un peu disruptif, peut-être pour aller plus loin, pour voir si on peut aller plus loin dans l'interprétation qu'on fait, dans l'attente de la société. Et donc voilà, je vous remercie et je donne la parole dès à présent à Mataheri. Bonjour à toutes et tous. Donc là, cette première diapo montre de la maltraitance des animaux, là, tout en bas, à l'abandon de chiots, et puis une victime de morsure, un décès aussi à Piller, qu'on a connu il y a quelques années, avec une vieille dame qui est morte sous les morsures d'une meute de chiens.
Une photo aussi qui représente un policier municipal, donc qui est en train d'observer un chien divagant à la Pointe Vénus de Marina. Et enfin, la fourrière du SICFA avec un de mes agents en train de nettoyer une courette. Et la dernière photo, c'est le comité consultatif du bien-être animal, donc qui pour moi est un élément important dans la réflexion et la résolution des problématiques qui nous lient à nos animaux domestiques. Alors cette affiche, c'est l'affiche d'un événement qu'on a organisé il y a peu de temps, donc une semaine et demie. Alors pourquoi je vous la montre? Parce qu'il y a trois verbes: comprendre, agir, célébrer. Alors comprendre, donc on a vu des éléments hier, aujourd'hui, l'histoire, les cultures, les acteurs, les outils, donc les outils juridiques notamment, les réalités de terrain, donc on a eu quelques échanges aussi avec les associations. Et je vous donnerai quelques autres éléments de compréhension de ce qui se passe en fait en Polynésie française. Une discussion autour aussi de la compréhension ou de l'incompréhension des symptômes ou des causes. Souvent dans les collectivités, on a tendance à identifier un symptôme comme une cause. Et ça pose un vrai souci après dans la définition des stratégies pour résoudre les problèmes qu'on a avec nos administrés. Et donc, je l'ai beaucoup entendu aussi, il y a une nécessité d'avoir de la donnée, des stats. Il y a très peu d'études en Polynésie française, donc il faut étudier, s'informer et se former. Pour pouvoir agir, donc identifier, mettre en œuvre les leviers d'action pour répondre aux enjeux, et puis célébrer nos animaux, pour mobiliser la société autour du bien-être animal et le bien-vivre dans les quartiers et les familles. Alors j'ai rajouté les familles depuis les interventions d'hier et de ce matin, qui pour moi sont fondamentales. C'est peut-être la brique qui me manquait pour convaincre les élus d'aller un peu plus loin dans leur politique de gestion de leur territoire. Voilà. Donc on va parler du contexte polynésien qui est assez unique. J'en ai parlé rapidement hier, donc avec des défis géographiques. On a des infrastructures limitées. Alors la Polynésie, c'est une image qu'on connaît beaucoup, ça c'est grand comme l'Europe. Donc il y a 5 archipels, 120 îles, 76 sont habités, donc à peu près 300 000 habitants pour 500 000 chiens. Donc ça c'est un article du Monde qui l'avait évoqué, donc c'est une estimation, on n'a pas de vrais chiffres. C'est 48 communes la Polynésie française, 5 communautés de communes, dont une dispose de la compétence en matière de gestion de fourrière, donc c'est la communauté de communes de Hawaï. 5 syndicats de communes, dont le SICFA, qui a aussi cette compétence particulière, et 2 syndicats mixtes. De plan de gestion, il n'y en a qu'un seul réellement qui existe, donc c'est le plan de gestion des animaux errants et dangereux de la communauté de communes de Hawaï. Alors, le hasard des choses peut-être, avec Mickaël, on avait fait partie du groupement qui a élaboré ce document, donc c'est 1 an et demi de travail, et derrière un tas de propositions, donc ça date de 2018 il me semble. Et je vous en parlerai un peu plus loin de ce que ça a pu donner, mais aujourd'hui, en tout cas, ils sont sur le point de réaliser les fourrières qu'on a proposées dans les différentes îles. Sinon, il y a plusieurs communes, alors là j'en ai cité quelques-unes, qui disposent de plans pas formalisés forcément, mais en tout cas, il y a des actions qui sont menées par les communes de Paia et Punavia, à travers le SICFA notamment. FA aussi, un certain nombre d'actions, Papeete, Pire, Mahina, Orea. Peut-être Punavia, parce que je connais un plan d'action qui a été élaboré par la police municipale. Voilà, donc il y a des outils, mais vu le nombre de communes, vous voyez, on est loin du compte en termes de gestion. Il n'y a pas de stratégie écrite, définie par la majeure partie des communes polynésiennes. Comme j'ai dit hier, 6 fourrières animales, seulement 3 agréées par le pays, une en cours de remise aux normes à FAA. Donc la communauté de communes de Hawaï qui projette de réaliser 4 fourrières, donc on l'espère peut-être pour l'année prochaine. Aucun refuge animalier. Et compte tenu de tout ce qui a été dit aujourd'hui, vous voyez l'importance de pouvoir construire ces refuges, compte tenu des problématiques notamment judiciaires, où on place les animaux. Donc on a eu des échanges avec Carole Couturier il y a peut-être 1 an à ce sujet-là. Elle m'a demandé si je pouvais moi accueillir des chiens capturés, retirés des mains de leurs propriétaires maltraitants. Malheureusement, on ne peut pas. Notre fourrière est quasiment tout le temps pleine, et donc c'est très difficile de pouvoir accepter d'autres animaux provenant d'un traitement judiciaire. Alors, sur une carte, voilà, c'est très parlant. Vous voyez là les 3 fourrières, donc Bora, Aroué et le SICFA, c'est les 3 fourrières en fait qui sont agréées. Vous voyez là.
Alors, on a aussi des outils au niveau du pays, donc la cellule bien-être animal qui est gérée par la direction de l'environnement, le comité consultatif du bien-être animal et la direction de la biosécurité qui nous accueille aussi dans l'exploitation de notre fourrière. En termes de sécurité, donc on a 48 brigades de police municipale pour les 76 îles habitées. Alors, ce n'est pas 48 brigades avec beaucoup d'argent. Il y a la gendarmerie nationale avec un certain nombre de brigades. Donc là, j'en ai comptabilisé 8 et 15, et l'OCLAESP. Alors pour les vétérinaires, sur le tableau de l'ordre des vétérinaires, il y a 66 vétérinaires pour 2025. L'ordre des vétérinaires est tout récent, hein, il a été créé en 2019. Et en termes de localisation géographique, alors je vais vous montrer une autre carte, où on voit le taux de vétérinaires par rapport au groupement d'îles. Donc par exemple, il y a 84% des vétérinaires polynésiens qui sont localisés aux îles du Vent. Et les îles du Vent représentent 75% des habitants de la Polynésie française. Aux îles sous le vent, c'est 13,5% des vétérinaires polynésiens pour 13% d'habitants. Aux Australes, alors il y a un vétérinaire à Rurutu, mais ça représente 1,5% des vétérinaires polynésiens pour 2,5% d'habitants. Et aux Marquises et aux Tuamotu-Gambier, il n'y a pas de vétérinaire. Voilà, donc quand on ajoute sur la carte, ça donne ça. Donc on est très concentré à l'ouest de la Polynésie française. En termes d'associations, là j'en ai cité quelques-unes. Donc il y en a à Tahiti, Mura, Yaraitea, Huahine, Bora Bora, Nukuhiva, Rangiroa. Il y en a d'autres ailleurs que je ne connais pas. Il y a des clubs canins, il faut le noter. Donc il y en a 4, 3 à Tahiti et un club canin à Auréa. Il y en a eu par le passé à Raiatea, mais là j'ai pas retrouvé de traces récentes. Donc, pour résumer, on a peu de plans de gestion. Donc ça, c'est un vrai souci pour qu'on puisse, nous, au niveau des collectivités, définir nos politiques publiques en matière de gestion des animaux errants, divagants et dangereux. Peu de fourrières, une absence de vétérinaires dans les îles éloignées, une absence de refuge agréé, peu ou une absence d'association dans les îles éloignées. Alors je voulais aussi, pour contextualiser mes propos, vous montrer que la Polynésie, en fait, elle a vécu une évolution sociétale très brutale. Et que l'histoire communale aussi, elle est récente. Donc, alors c'est pas pour nous excuser ou pour nous pardonner, mais il faut comprendre que l'histoire des communes polynésiennes est vraiment récente. Et que par contre, il y a une mobilisation inédite pour la cause animale depuis 2022. Voilà une frise chronologique. Alors j'ai mis plein de couleurs parce que c'est parlant. Donc en rouge, ce qui concerne, on va dire, le bien-être animal ou la cause animale. Donc j'ai évidemment indiqué la loi Grammont en juillet 1850. En vert, il y a tout ce qui concerne en fait l'évolution statutaire de la Polynésie. Donc en 1842, on était sous le régime du protectorat, on est passé aux UFO, et puis on a eu notre premier statut d'autonomie en 1977. Et la dernière mouture de notre statut d'autonomie date de 2004. Et au niveau communal, la première commune, c'est Papeete en 1890, et ensuite en 1931-1965, on a créé 3 autres communes, Uturua, Fa'a et Pile. Et l'ensemble des autres communes, donc les 44 restantes, ont été créées en 1972. Donc il faut bien se rendre compte que notre histoire communale elle est vraiment toute jeune. J'ai ajouté la création du statut général des fonctionnaires des communes en 2005. Donc avant 2005, les agents communaux dépendaient du droit privé du travail, donc il faut le savoir. Et grâce à cette création, aujourd'hui, l'ensemble des communes se professionnalisent et augmentent en compétences. Donc c'est vraiment à relever. Le niveau de compétence des communes, vraiment, il est louable, selon moi. Et le GCT, en fait, qui a été rendu en partie applicable en Polynésie française, date à peine de 2007. Alors ce qu'on peut noter aussi sur cette frise chronologique, c'est l'ère des essais nucléaires, donc en rose. Alors c'est peut-être pas la meilleure couleur, mais qui a démarré en 1962, qui s'est terminé en 1996, qui pour moi est un moment marquant de l'évolution brutale de notre société, où là on a vraiment marqué une différence dans la manière dans notre manière de concevoir notre rapport aux gens, mais notre rapport aussi aux vivants. Et donc en peu de générations, moi je vois en 2 générations on va dire, on a changé complètement notre rapport aux vivants, et y compris avec nos animaux domestiques. C'est pour ça que je l'ai noté. Alors il y a une longue évolution depuis les premiers contacts, mais en tout cas l'RCEP a vraiment
accélérer en fait l'individualisme, puisqu'il y a beaucoup d'argent a été injecté en Polynésie française, a changé notre rapport à la nature. Et ensuite, en bleu, j'ai indiqué l'histoire du SICFA, donc, que j'ai exposé hier, donc je ne vais pas revenir. En tout cas, on est ouvert depuis le mois de septembre 2022. On a intégré les concepts du bien-être animal en 2023. Et en orange, j'ai indiqué tout ce qui relève aujourd'hui de l'implication de l'ensemble des acteurs dans la condition et la cause animale. Alors je voudrais relever qu'en 2022, il y a eu la création du portefeuille de la condition animale par Virginie Bruand. Ça s'est poursuivi avec la vice-présidente, la première vice-présidente de Moïta Brotherson, alors j'ai oublié son nom, c'est Eliane Tevahitoa. Alors il faut noter l'évolution des mots. Donc elle a créé le portefeuille du bien-être animal. Et aujourd'hui, avec le ministre Taivini Tehei, c'est le portefeuille de la cause animale. Vous voyez le différent positionnement. Donc c'est très positif, selon moi, de voir que les politiques en fait ont fait évoluer même le concept au sein de leur portefeuille. Et donc on voit là qu'il y a un tas d'événements là en 2024-2025 et qui se conclut aujourd'hui par un colloque dédié à ce sujet-là et demain par un séminaire avec la direction de l'environnement. Alors, je ne vais pas rappeler les définitions parce que ça a été dit. Par contre, s'il faut redéfinir, parce que ça va être fait dans le cadre des réflexions qu'on a avec le comité consultatif du bien-être animal, il y a peut-être la notion de chien féral qui, moi, m'intéresse particulièrement. On parle de chien sauvage chez nous. En fait, le chien n'est pas un animal sauvage, mais il pourrait être un chien féral, c'est-à-dire c'est un animal appartenant à une espèce domestiquée, vivant sans nécessiter aucune supervision ni aucun contrôle par l'homme. Et s'agissant des chiens errants, pour moi, il y a trois sources de chiens errants. Il y a le chien perdu, il y a le chien fugueur et puis qui s'est perdu, il y a le chien abandonné, et puis il y a le chien né dans la nature, dans la rue, et qui se retrouve sans propriétaire. Alors là, c'est un schéma qui représente en fait, alors j'aime les couleurs, c'est un joli plat de spaghetti. Alors c'est assez simple, en rose, il y a tout ce qui concerne la réglementation en fait polynésienne du pays. En bleu, ce qui se concerne en fait la réglementation issue de la métropole, et en vert, ce sont les textes qui peuvent être pris par les collectivités. Donc ça, ce sont les textes qui nous permettent en fait de gérer la problématique de la divagation de l'errance animale, voire des problématiques de troubles de l'ordre public. Donc on peut voir qu'il y a, s'agissant de l'identification, il y a deux textes du pays. Donc il y a un arrêté, l'arrêté 48 CM de 2004 et l'arrêté 1469 CM de 2009. S'agissant du bien-être animal, il y a toujours cet arrêté-là, mais il y a aussi une délibération de 2001 qui a été citée hier. Et ensuite, concernant la construction et l'exploitation en fait, d'une fourrière animale, il y a toujours l'arrêté 1469 de 2009. La délibération de 2001, mais il y a aussi le code de l'environnement et le code de l'aménagement qui interviennent dans la construction et l'exploitation d'une fourrière. S'agissant de la capture, là c'est la délibération de 2001 qui intervient, mais aussi le code rural qui a été rendu en partie applicable en Polynésie française. Pour les chiens dangereux, ça a été évoqué, donc les deux arrêtés du haut commissaire, mais qui découlent aussi de la loi de 2008, 582, voilà. Et pour les pourvoirs de police du maire, c'est le code général des collectivités territoriales que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc j'ai voulu d'abord qualifier assez simplement les troubles à l'ordre public. Donc les troubles à l'ordre public, il y en a selon moi trois catégories, donc les troubles à la sécurité publique, les troubles à la salubrité publique et les troubles à la tranquillité publique. Donc s'agissant de la sécurité publique, il y a les morsures sur les passants, les enfants, les cyclistes, mais aussi sur les autres animaux, les accidents de la route, les agressions par meute, les intrusions sur les propriétés privées. S'agissant des troubles à la salubrité publique, il y a tout ce qui concerne les problèmes de déjection canine, d'urine, la propagation des maladies zoonotiques, tout ce qui concerne la fouille des poubelles et puis les cadavres d'animaux qu'on retrouve sur la voie publique. S'agissant des troubles à la tranquillité publique, il y a tout ce qui concerne les aboiements excessifs qu'on entend dans la majeure partie de nos quartiers en Polynésie et dans la quasi-totalité de nos îles. Le sentiment d'insécurité, ce simple sentiment d'insécurité est déjà quelque chose qui est un élément important à tenir compte pour nos quartiers. Et puis après, il y a tout ce qui est nuisance sociale, donc les conflits de voisinage liés à la divagation des chiens et
Et donc ça peut mener à des bagarres, y compris au coupe-coupe. Et il me reste 5 minutes. Alors, je ne vais pas m'étendre, mais voici quelques éléments du code rural. En fait, c'est une partie du code rural métropolitain qui a été rendue applicable. Et donc là, ce que j'ai utilisé pour pouvoir travailler avec mes collectivités, donc c'est les articles L211-11 jusqu'à 15, les articles L211, 17, 18, 19, 1, 20 et 21. Donc ça concerne les chiens dangereux et ça concerne aussi la divagation animale. C'est l'ensemble des textes, donc je ne vais pas vous les lire. On a parlé des chiens dangereux, donc je ne vais pas revenir dessus. Voilà, donc c'est tous les textes. Alors, il y a beaucoup de problématiques quotidiennes qu'on connaît dans nos quartiers. Donc ça va de la souffrance à la misère animale, la surpopulation canine qui va aussi générer la divagation et l'errance animale. Donc les nuisances sonores, etc., les poubelles renversées, les zoonoses, le stress généré par les aboiements, les sentiments d'insécurité, en fait je crois que j'en ai déjà parlé. En tout cas, ça a un impact sur le cadre de vie des quartiers, sur la sécurité de nos citoyens et de nos visiteurs, mais également sur l'intégrité physique et psychologique des chiens. Ça, je crois que j'en ai déjà parlé. Alors, juste très rapidement, alors, il y a très peu d'études, très peu de statistiques, mais heureusement qu'il y a des journalistes. Et donc là, c'est un certain nombre d'articles qu'on trouve dans nos médias, donc que ce soit Polynésie la Première, TNTV ou Tahiti Info, concernant tous les problèmes qu'on rencontre chez nous en Polynésie avec nos animaux domestiques. Donc que ce soit l'abandon ici, la surpopulation canine, on a là un article du Monde, mais pas un de nos journalistes, Mike Léral, la maltraitance animale, donc c'est assez parlant. Alors, il y a même eu des pétitions contre les nuisances sonores. Alors, il y a beaucoup aussi de production au niveau des réseaux sociaux, voilà, donc ça c'est un exemple, et là c'est une capture d'un reportage qui a été fait récemment dans un quartier de Tahiti par rapport à des nuisances provoquées par des animaux. Voilà, donc vous voyez, il y a pléthore d'articles, donc ce serait bien maintenant qu'on fasse des études peut-être un peu plus sérieuses pour quantifier et qualifier en fait tout ce qui se passe dans notre pays. Et là donc ça c'est l'article intéressant de la touriste qui s'est fait attaquer il y a quelques jours à Moorea. Voilà. Avec un appel à droite, c'est sur Facebook. Donc c'est une citoyenne de Moorea qui interpelle la mairie de Moorea. Combien de victimes faudra-t-il encore avant que la commune prenne enfin ses responsabilités? Commune de Moorea-Mayor. Donc c'est intéressant de voir la mobilisation aussi des citoyens sur ces sujets-là. Alors il y a des accidentés de la route, beaucoup d'accidentés. Alors j'ai pas les chiffres en Polynésie, mais en tout cas sur le plan de gestion qu'on a mis en place dans les îles sous le vent, les services de santé m'ont indiqué que 50% des accidents de 2 roues étaient dus à la divagation de chiens. C'est énorme. C'est énorme. On a estimé qu'en gros, entre 50 et 60 de personnes se faisaient mordre par commune dans les îles sous le vent, avec une quinzaine de personnes évassanées sur Tahiti pour des opérations chirurgicales, parce que c'était tellement grave que ça nécessitait des interventions importantes. Donc il y a des articles aussi à ce sujet-là. Alors là, c'est sur la vente de chiens sur les réseaux sociaux, on en a parlé plus avant. Alors, tout ça pour dire que ces problématiques, ça concerne des enjeux multidimensionnels. Hier, j'ai mentionné que les collectivités en général traitaient la partie sécurité et éventuellement touristique, mais ça concerne d'autres sujets. Ça interroge notre société, ça interroge notre rapport à la culture, au bien-être animal, au cadre de vie des quartiers, au social. Donc j'ai ajouté le cadre de vie familial. Ça interroge aussi sur notre santé, on l'a indiqué tout à l'heure, ces sujets-là sont des vrais problèmes de santé publique. Et puis, ça interroge aussi l'ordre économique. Il y a des coûts directs qu'on peut chiffrer, mais il y a aussi des coûts indirects pour la société. Et donc, les maires sont au premier plan de tous ces enjeux. Je voulais peut-être aussi vous donner quelques éléments, un petit exemple. Alors ça, c'est le schéma classique qu'on a dans les communes. Il y a un problème de trouble à la valeur publique. Éventuellement, il y a une enquête des voisinages, on capture le chien, on l'amène en fourrière et souvent à l'euthanasie. Mais on se pose quand même des questions. Un chien abandonné cause-t-il vraiment un problème de trouble à l'ordre public? Le maire doit-il anticiper pour éviter ce risque? Donc il y a des maires actuellement qui capturent des chiens et l'emmènent en fourrière alors que le chien ne pose pas forcément un problème d'ordre public immédiat. Donc ça, c'est des questions qu'on se pose. Alors, il y a des vraies causes profondes à toutes ces problématiques. Et pour répondre aux enjeux, il y a une méconnaissance fondamentale, une ignorance des besoins physiologiques et comportementaux des chiens.
Et donc ça veut dire qu'au niveau des politiques publiques, on a du mal à faire les bons choix parce qu'on ne connaît pas les chiens. En fait, on a perdu d'avance. Si on savait que, comme je le disais hier, que les femelles pouvaient en fait donner naissance entre 15 et 30 chiots par an, on irait vite faire des campagnes de stérilisation. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Hein. Heureusement que le pays a mis en place une enveloppe qu'elle alloue à des associations pour pouvoir mener ce genre de politique. Il y a une déresponsabilisation généralisée des propriétaires d'animaux, et puis il y a des défaillances systémiques dans notre système. Donc ça, c'est une autre manière. Alors, Mathéri, je sens que tu as bien pris conscience qu'effectivement, oui, on est arrivé à la fin du temps imparti. C'est vrai qu'on a très peu de marge puisqu'on avait déjà pris un petit peu de retard, oui, avant. Si en quelques mots, tu pouvais Alors pour conclure, on a identifié des leviers d'action au SICFA. Donc au niveau de la sensibilisation, au niveau de la prévention, au niveau des interventions, il y a des financements pour ça, donc il faut les solliciter. Alors, il faut savoir que c'est pas très cher de construire une foyer. Il y a un modèle qui est très bien pour ça, c'est le modèle de la commune d'Arouet. 5 courettes avec un véhicule, 5 millions de francs à l'investissement. Donc je crois que les communes peuvent se permettre de créer des foyers. Et donc il y a peut-être aussi une aide à apporter aux associations parce qu'elles sont très peu aidées. Et ce que je voulais dire aussi, c'est peut-être qu'il faut qu'on s'organise, qu'on mutualise. Alors, nous, on a démarré, notamment grâce aux travaux du comité consultatif du bien-être animal. En dehors de ces travaux, on travaille, on collabore entre collègues des différentes communes pour faire avancer tous ces sujets-là. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Maruru, à toi, terminer en plus avec ces leviers d'action. Voilà, ça fait sens, ça donne espoir. Merci beaucoup. On aimerait t'écouter encore longtemps, mais on va écouter notre prochain intervenant. Juste avant de passer la parole au premier conseiller au tribunal administratif de Papeete, là on a eu un panorama qui est à la fois porteur d'espoir mais qui est quand même un petit peu désastreux aussi, et ce qui a été mis en exergue et ce qui est quand même très très important, c'est les troubles et la diversité des troubles à l'ordre public, étant entendu que c'est pas forcément la commune qui est chargée du maintien de l'ordre public, mais c'est le Tavana. Et donc on va voir la question ensuite, dans un second temps, que se passe-t-il quand les obligations qui pèsent à la charge de ces collectivités, pas forcément que des communes, ne sont pas respectées, puisque ça vient devant le juge administratif. Merci, monsieur le Premier. C'est bien ça. Techniquement, normalement, on aurait encore 15 minutes. Vous voyez l'importance justement de tenir les temps aussi dans la journée. Alors bien sûr, ça ne sera pas possible, donc j'ai bien conscience qu'on va dépasser un petit peu. Simplement, si on peut ici faire attention à ça également. Merci beaucoup. Est-ce que ça marche comme ça? Très bien, je vous remercie. Je vais essayer de répondre à cette question. Vous m'entendez? Ça marche. Bon, on n'a pas le retour. Ça marche, mais c'est bien mieux. Je vais être honnête avec vous. C'est bien mieux avec... Ah, d'accord. Ou alors approchez-le encore. Davantage. D'accord, très bien. Merci. Excusez-moi pour ce début un peu laborieux. Oui, donc pour répondre à cette question, j'ai prévu de faire un petit tour pour éclaircir un peu la question de la compétence et le qui fait quoi en Polynésie française. Donc je vais très rapidement faire ce tour-là, puis ensuite aborder effectivement la manière dont le juge administratif va regarder à la fois l'action administrative, son action, et puis son inaction, le cas échéant. Et puis, bien entendu, si d'aventure ça intéresse, on pourra aborder le plein contentieux, c'est-à-dire les questions dessous, donc qui visent à obtenir une indemnisation en cas de faute caractérisée ou pas. Voilà, alors très rapidement, s'agissant des questions de compétences, on vous l'a dit tout au long de ce colloque, je pense, c'est la commune et l'intercommunalité qui sont au centre de l'action s'agissant de la lutte contre l'errance animale telle qu'elle a été définie, je pense avec une précision extrême par Madame Gégère tout à l'heure, donc je ne reviendrai pas dessus. Donc en premier lieu, la commune, disais-je, pourquoi? Parce que c'est elle qui a une compétence obligatoire, c'est un service de fourrière qui vise, nous dit la loi, à accueillir les chiens et les chats errants. Complémentairement, la commune exerce cette mission soit directement, soit par voie contractuelle, en contractualisant avec un service qui peut être un service extérieur ou une association même qui peut être porteuse de ce service dans des conditions financières qui sont à déterminer.
Vient ensuite la question plus délicate de l'ordre public ou de la mise en œuvre des pouvoirs de police du maire. Donc le maire dispose de 2 pouvoirs de police, un pouvoir de police général et un pouvoir de police spécial. Alors, très rapidement, là encore, le pouvoir de police générale, il est issu de l'article L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales qui est applicable en Polynésie et qui vise, qui confie au maire le soin en substance d'assurer la tranquillité publique au sein de sa commune. Donc ça va passer notamment par les nuisances phoniques qu'on aurait bien aimé pouvoir aborder, mais le temps imparti n'a pas pu le permettre. Et puis également, toujours dans le cadre du pouvoir de police générale, d'assurer plus généralement la sécurité des concitoyens. S'agissant du pouvoir de police spécial, c'est le Code rural et de la pêche maritime qui vise également cette fois-ci et qui confie au maire le soin de lutter efficacement contre les nuisances que peuvent provoquer les chiens dangereux. Donc cette compétence, elle va pouvoir lui autoriser notamment à ordonner et à mettre en demeure le propriétaire ou le détenteur d'un animal dont on pressent qu'il est dangereux, de réaliser une analyse comportementale auprès d'un spécialiste, donc un vétérinaire, et puis le cas échéant d'ordonner d'autres mesures qui peuvent aller, on l'a vu, jusqu'à l'euthanasie du chien. Le pays intervient à travers une compétence qui est la sienne en Polynésie française, puisqu'il dispose d'une compétence de droit commun, ce qui veut dire que si la commune et l'État ont des compétences d'attribution, la Polynésie française a la compétence de droit commun, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas dévolu à la commune ou à l'État relève de la Polynésie française. Donc on va retrouver, ici on va retrouver tout ce qui touche à la sécurité publique va relever des prérogatives de l'État et du maire. La santé, la salubrité publique, le bien-être animal sont des domaines pour lesquels le pays est compétent. En pratique, la Polynésie française intervient à la fois en qualité d'autorité normative, c'est-à-dire qu'elle crée du droit, et en tant qu'appui technique en ces domaines. Sur le plan normatif, on peut citer quelques textes que la Polynésie française a adoptés, des lois de pays, des délibérations et des arrêtés, notamment l'arrêté 1469 CM du 3 septembre 2009 qui détermine les conditions d'accueil des animaux domestiques et des animaux de compagnie dans les refuges et les fourrières, et puis la mise en place, à titre anecdotique ou complémentaire, pour faire écho à ce qui a été dit tout au long de ce colloque, du comité consultatif du bien-être animal. Sur le plan de l'action administrative, l'arrêté du 17 février 2017 crée et organise une direction de la direction de la biodiversité et confie à cette direction, donc représentée ici notamment, une mission de veiller à la santé et au bien-être animal. Enfin, l'État, représenté localement par le haut-commissaire, conserve un rôle essentiel, bien que circonscrit par le statut d'autonomie, puisqu'en matière de police administrative générale, l'État n'intervient qu'en cas de carence de l'autorité communale, et néanmoins il conserve toutes ses prérogatives en matière de sécurité et d'ordre public, puisque ce sont des compétences qui sont insusceptibles d'être transférées, la Constitution l'interdisant. La question de la lutte contre les animaux errants, ce rôle se manifeste... Je m'excuse, je vous interromps parce qu'on ne vous entend pas très bien. Ah, pardon. Voilà, si vous parlez juste en face du micro, c'est mieux. Je vais essayer. Donc, je disais que le représentant de l'État peut, après mise en demeure, intervenir à la place de l'autorité communale qui est défaillante et prendre les mesures nécessaires. Concrètement, si un maire refuse d'agir alors qu'un danger grave subsiste du fait d'animaux errants, le haut-commissaire pourrait prendre donc un arrêté de capture ou d'euthanasie à la place du maire. Ce pouvoir de substitution n'est théoriquement qu'un ultime recours. En Polynésie française, je n'ai pas trouvé de précédent en la matière. Enfin, brièvement, toujours sur cette question de compétences, on a vu que finalement les trois autorités, donc l'échelon communal, le pays et l'État, les compétences étaient relativement faciles à délimiter
Et la question de la délimitation des compétences apparaît pouvoir être circonscrite sans trop de difficultés. C'est néanmoins le sentiment que j'ai eu en travaillant la question. Pour autant, le tribunal administratif de la Polynésie française enregistre régulièrement des affaires mettant en cause l'exercice ou l'absence d'exercice de ses compétences. On peut le voir à travers nos deux contentieux, le plein contentieux, donc celui qui vise à obtenir une indemnisation. Donc les carences fautives de l'autorité de police peuvent faire l'objet d'un plein contentieux. La carence fautive de l'autorité de police dans l'exercice de ses pouvoirs peut engager la responsabilité de la personne publique dont il dépend, puisque le maire a, nous l'avons vu, des obligations légales en matière de lutte contre les animaux. S'il s'abstient ou s'il venait à s'abstenir de prendre les mesures nécessaires face à un danger connu, son inaction caractérise une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. Donc c'est un arrêt relativement récent que j'ai trouvé, M. Alfonsi, qui plante le décor cette fois-ci en Corse. Il s'agit d'une affaire de divagation de bétail. Et on a retenu, le juge administratif a retenu la responsabilité de la commune après avoir relevé que malgré des troubles graves causés par les animaux en divagation, le maire s'était borné à prendre des arrêtés inefficaces. En l'occurrence, il interdisait la divagation sur le territoire communal et n'avait entrepris aucune action concrète pour faire respecter cette interdiction. Ce manque de diligence a été jugé fautif et de nature à engager la responsabilité de la commune sur la base de la faute simple. De même, le défaut d'anticipation d'un risque connu, et cette fois-ci ça peut faire peut-être écho à l'actualité, constitue une faute. Ainsi, un maire qui n'organise aucune solution de fourrière alors que sa commune est en proie à une prolifération de chiens errants manquera une obligation légale, puisque nous l'avons vu, le L211-24 du Code rural du Code rural et de la pêche maritime impose la mise à disposition des concitoyens d'un service de fourrière. La faute de l'État est susceptible également de faire l'objet d'un plein contentieux, mais cette fois-ci de façon beaucoup plus marginale, puisqu'elle ne peut être, la responsabilité de l'État ne peut être engagée sur cette question, mais dans un régime beaucoup plus exigeant, puisque en droit français, lorsqu'il s'agit de l'action régalienne de l'État en matière de police administrative, donc sûreté publique, les tribunaux imposent plutôt la démonstration de l'existence d'une faute lourde pour engager la responsabilité. Cette exigence tend quand même à s'estomper dans de nombreux domaines, mais demeure applicable s'agissant de la carence du préfet dans l'exercice ou du haut-commissaire de la République en Polynésie française dans son pouvoir de substitution vis-à-vis d'un maire défaillant. L'arrêt que j'ai cité tout à l'heure, l'arrêt Alfonsi du Conseil d'État de 2007, là, est assez parlant et éloquent en la matière, parce que les services de l'État étaient informés de la divagation chronique de bétail dans la commune et avaient mené diverses actions d'assistance, conseil au maire, aide financière pour installer des fourrières. Et bien que le préfet n'ait pas formellement pris d'arrêté de substitution, le Conseil d'État a jugé que l'absence de mise en œuvre par le préfet de ses pouvoirs de substitution ne révèle pas de faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'État. Monsieur Baumendel, j'aimerais juste vous dire qu'il nous reste un petit peu plus de 2 minutes pour donner suffisamment de temps à notre dernier intervenant de la journée, s'il vous plaît. Donc je vais finir par le contentieux de l'excès de pouvoir en disant que bien entendu les arrêtés de police peuvent être déférés devant le juge de l'excès de pouvoir. On a quelques exemples en la matière, notamment un arrêté de police qui avait décidé, ça se passe à Papeete, de saisir les chiens des sans domicile fixe, et cet arrêté avait été annulé, en mettant en cause le caractère disproportionné de la mesure. Voilà. De cet exposé, si vous me permettez une conclusion, il ressort un dispositif juridique complet. Toutefois, la réalité perçue en matière d'errance animale est plus nuancée. Même si des progrès notables pour certaines communes de Tahiti peuvent être observés et salués, force est de constater que les collectivités n'ont pas toutes investi ce domaine de la même manière, alors même que ce phénomène d'errance animale questionne la sécurité corporelle et sanitaire de la population. L'intercommunalité peut être utilement mobilisée pour mutualiser les ressources. De même, la déclinaison
opérationnels se heurtent parfois à l'étendue du territoire. Ainsi, par exemple, les analyses comportementales peuvent s'avérer, en l'absence de vétérinaires sur place, difficiles à mobiliser lorsqu'elles impliquent le transport d'un animal sur plusieurs centaines de kilomètres. J'ai été pour ma part surpris du caractère très marginal que représente le contentieux de l'errance, alors même, pourtant, que beaucoup de questions ont été abordées. Même si l'évaluation d'une politique publique ne peut être effectuée à l'aune d'une statistique contentieuse, la faiblesse du flux entrant dans notre juridiction en ce domaine peut questionner. Il y a là peut-être quelque chose à imaginer pour que les outils existants soient mobilisés afin de provoquer des évolutions ou des changements tant ceux-ci tardent à intervenir. Voilà. Merci. Merci infiniment. Voilà, en 15 minutes, si on peut terminer avec... voilà, on dit le meilleur pour la fin, très souvent. Donc, voilà, cette dernière intervention est très attendue, n'est-ce pas, monsieur? Michael Pouyaheya, fidèle avocat au barreau de Papeete, on vous écoute. Merci. 5 minutes, Laure me fait comme ça, 5 minutes. En réalité, c'est ça, on doit terminer à 16h15, mais voilà. Merci 5 minutes, c'est un défi, prenons ça comme donc ça. Alors, je vais aller vraiment très vite et à l'essentiel, en essayant d'être disruptif, mais ça ne va pas être évident. Alors, c'était juste pour dire que le juge administratif avait tenu compte des évolutions législatives. On parlait de l'article 515-14 du Code civil. Il ne me semble pas qu'il soit applicable sur le territoire parce que le Code civil, c'est une compétence du pays depuis 2004. Et donc, par contre, effectivement, le pays est intervenu avec la délibération du 1er février 2001 et elle a introduit la notion d'animal en tant qu'être sensible qui doit être placé voilà, dans des conditions compatibles avec les intérêts biologiques de son espèce. Donc le juge administratif a quand même tenté d'intégrer ces principes dans sa jurisprudence. Il l'a fait un peu comme le juge constitutionnel. Moi, j'ai commencé un peu mes études, j'ai commencé ici, hein, à l'UPF, et ensuite je suis parti à Aix-en-Provence, où c'est vraiment l'école du droit constitutionnel, hein, Louis Favoreux, et donc il avait dégagé ce qu'on appelle le principe, enfin la notion de bloc de constitutionnalité, et donc il avait dégagé tout un tas de principes de la DDHC, du préambule de 46, etc. Donc, et ensuite, il avait diffusé toute sa jurisprudence dans la loi. Et c'est pour ça que la loi, elle était un peu imprégnée de ses droits et libertés fondamentaux. Donc, le juge administratif, lui, il intervient en tant que juge de la légalité. Et à ce titre, il peut interpréter la loi. Donc, la loi lui confie des pouvoirs. Par exemple, il y a, dans le Code de justice administrative, le législateur a confié au juge administratif des pouvoirs d'intervenir en matière de référé liberté. Donc ce sont des mesures qui sont adaptées au cas justement des animaux, et notamment je pense aux chiens qui seraient frappés d'euthanasie. Ça permet au juge d'intervenir dans un délai extrêmement bref, 48 heures. Et donc ce biais-là permet justement au juge administratif d'intervenir avant que l'irréversible ne puisse se produire. Et donc dans ce cadre-là, il faut qu'il y ait une atteinte à une liberté fondamentale. C'est ce que la loi dit, hein, l'article L521-2 du Code de justice administrative dit qu'il faut une atteinte à une liberté fondamentale, et le juge administratif a été appelé justement à définir cette notion de liberté fondamentale. En ce qui concerne les animaux, il est allé très loin. Il a consacré, alors en creux, le droit à la vie de l'animal. Donc on était dans une situation où un maire ou le préfet, je ne sais plus, avait prescrit que l'animal soit pris et déposé dans une fourrière et éventuellement euthanasié parce qu'il avait mordu.
Et dans ce cas-là, qu'a fait le juge? Déjà, en première instance, le tribunal a, entre guillemets, suspendu la mesure d'euthanasie, dans la mesure où le vétérinaire avait donné un avis défavorable à son euthanasie, donc il a suspendu l'euthanasie. Et le propriétaire avait fait un recours en cassation devant le Conseil d'État. Et le Conseil d'État avait dit, eh ben, à partir du moment où le droit à la vie est préservé, à partir du moment où l'euthanasie avait été suspendue, le droit à la vie de l'animal était préservé. Et dans ce cas-là, la doctrine a un peu regardé cette décision comme vraiment disruptive. Elle a considéré qu'on avait reconnu en creux le droit à la vie de l'animal. Mais lorsqu'on regarde un petit peu ce principe-là, la loi aussi consacre le droit à elle consacre l'euthanasie comme mesure justement à la disposition du maire et du préfet. Donc c'est ce droit à la vie-là qui a été consacré en creux, le juge administratif est revenu dessus, il est revenu à un droit plus classique, donc au droit de propriété, l'atteinte au droit de propriété, et ensuite il a consacré ce qu'on appelle le lien affectif à l'animal. Donc si vous faites un référé liberté contre une mesure d'euthanasie, il faut soulever le droit de propriété comme liberté fondamentale. Il ne faut pas soulever, il ne faut pas se risquer à soulever un autre droit dans la mesure où, on l'a vu, le tribunal administratif, il avait été saisi d'une demande d'un référé liberté où il y avait une atteinte au droit et à la sûreté, à la protection contre l'arbitraire du chien. Et le tribunal administratif a considéré que ce n'était pas une liberté fondamentale et donc il a considéré qu'il ne pouvait pas être saisi. Donc si vous voulez faire un référé liberté, il faut soulever à minima le droit de propriété et peut-être que le juge ensuite va développer sa jurisprudence en puisant dans la CEDH. Le lien affectif à l'animal, c'était considéré comme le corollaire du droit au respect de la vie privée, article 8 de la CEDH. Donc le juge administratif peut puiser, soit dans le bloc de constitutionnalité, soit dans la CEDH pour consacrer des atteintes aux libertés fondamentales. Le juge administratif peut aussi interpréter la notion d'ordre public. Donc le maire a des pouvoirs de police générale, on l'a vu. L'ordre public, sur rapporteur public l'a bien relevé, en général c'est la trilogie sécurité, tranquillité, salubrité publique. Et le juge administratif, parfois il va loin dans l'acception des mesures de police. Donc on parle d'ordre public, mais parfois on peut dériver sur la moralité publique. Et donc le juge administratif, lui, il a considéré par exemple que l'atteinte à la dignité de la personne humaine pouvait être une quatrième composante de l'ordre public. Alors cet arrêt-là, dans l'arrêt Commune de Morsan-sur-Orge, il est vraiment connu de tous les étudiants. À chaque fois c'est un cas d'école, donc c'était sur le lancer de nains. Voilà, dans une boîte de nuit, il y avait un spectacle qui était organisé où on lançait les nains et tous les étudiants de deuxième année connaissent cet arrêt. Voilà. Et donc, du coup, le juge a considéré que ce spectacle-là portait atteinte à la dignité de la personne humaine et donc il a considéré que la mesure de police qui visait à interdire le spectacle de lancer de nains était légale. Alors la question qui se pose, c'était de savoir si on pouvait consacrer la dignité de la personne humaine à son pendant, c'est-à-dire la dignité animale. Et donc, dans un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux de 2021, le juge administratif a considéré qu'on ne pouvait pas consacrer la dignité animale comme une composante de l'ordre public. Donc on ne pouvait pas permettre à l'administration de protéger les animaux. Ce n'était pas son rôle, parce que l'ordre public, il est vécu comme
il est vécu comme le moyen justement d'éviter tous les désordres. Et l'animal était perçu, au regard de l'ordre public, hein, comme un facteur de désordre. Et donc le juge a considéré qu'on ne pouvait pas aller aussi loin. Donc voilà, donc il peut interpréter la loi et surtout il applique la loi. Et dans ce cas, M. Boumengel l'a rappelé, il contrôle les actes de l'administration, ça peut être des actes positifs hein, ou des actes négatifs, des carences de l'administration. Maître, les 5 petites minutes deviennent 5 grosses minutes. Est-ce que je peux vous laisser 5 grosses minutes, d'accord. Alors, on y arrive. Bah, justement. À conclure en 1 ou 2 phrases, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Alors, il exerce son contrôle de légalité sur les mesures de police. Son contrôle varie en fonction de la liberté laissée à l'administration par la loi. Et donc, il peut contrôler, tous les étudiants le savent, hein, on distingue légalité externe, légalité interne. Légalité externe, c'est les vices de procédure. Légalité interne, ce sont les atteintes aux règles de fond. Voilà, il censure les incompétences, les mesures qui peuvent être considérées comme répressives, qui relèvent du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles. Et il censure aussi les mesures expéditives, il faut respecter la procédure. Par exemple, le préfet de Mayotte avait prescrit la destruction par arme à feu de meutes de chiens. Et donc le juge il lui a dit non, il faut respecter la procédure, vous devez placer les chiens dans une fourrière et vous devez aussi faire une évaluation comportementale et demander l'avis d'un vétérinaire. Je suis forcée de vous interrompre. Pardon, hein, mais voilà, je suis là pour ça. Écoutez, oui, tout à fait. Ce qui m'intéresse, c'est que, bon, bien déjà, regardez, ils sont encore là. C'est bien que c'est intéressant, c'est que ça les concerne. Est-ce qu'on peut poursuivre peut-être ces réflexions avec les différents cas évoqués, les sujets que vous avez soulevés ici, avec également, eh bien, ici, nos amis dans le public. Et on les applaudit bien fort ici. Si c'est terrible, je vous promets, j'en ai même des frissons parce que c'est un exercice terrible. Est-ce que vous avez, s'il vous plaît, des questions pour aider aussi ici nos intervenants à poursuivre et puis construire bien un débat, une réflexion? C'est l'occasion de poser les questions que vous êtes venus me voir tout à l'heure en me disant « Oh, j'aurais vraiment voulu poser cette question ». Je viens juste sur la question par rapport au refus des maires sur la construction des refuges dans la commune. C'est une des questions qui a été posée dans ma commune, sur Anguirol, la construction d'un chenil. C'est une des questions qu'on a relevées plusieurs fois et moi, c'est ma vision des choses par rapport à ça, qu'un chenil qui est construit chez nous dans les îles ne règle pas la responsabilité des proprios qui mettent en divagation et en errance les animaux. Parce que ce qui se passe chez nous, c'est que c'est l'enfant qui est demandeur des animaux. À savoir que voilà, c'est tout petit, c'est tout mignon, et que ça grandit pas en même temps que le bébé, et qui est rejeté au bout de 3 mois à la rue, qui fait qu'on nous appelle pour récupérer ces animaux-là, pour pouvoir les placer. On a des enclos qui sont mis à dispo sur la commune, qui n'est pas des refuges, qui ne sont pas aux normes, mais qui servent d'enclos de dépôt. C'est pour ça que moi, j'avais émis ce souhait-là de ne pas construire dans ma commune un refuge, un chenil, justement par rapport à cette responsabilité-là des proprios. Maroulou. Maroulou, voilà un sujet encore une fois important et qui fait réagir. Est-ce qu'ici on a peut-être chez nos intervenants des réactions? Ouais, je vais peut-être intervenir sur ce sujet-là. En fait, j'ai pas bien compris. Ton Tavana refuse de faire une fourrière, c'est ça? Bah, c'est une obligation, donc il peut pas refuser de faire une fourrière.
Après, comme je le disais juste avant, en fait, par rapport aux problématiques que tu indiquais, hein, Juste, je pense que son sujet, c'est qu'il y a un enclos qui a été fait par l'association pour mettre des chiens en divagation, parce que la mairie n'a pas de fourrière, et que les maîtres ne sont pas responsables. C'est bien ça? Le maire est obligé de le faire, donc je pense qu'il faut le solliciter par courrier, puis voir avec la subdivision administrative concernée pour accompagner le maire dans la réalisation de la fourrière et de façon à vous soulager, vous, de la gestion de cette problématique qui est complètement liée au travail des tabanas, quoi. Je pense que... Oui. On a... Oui. En fait, ce qui veut dire, c'est que c'est bien d'engager la responsabilité des maires, mais la première responsabilité, c'est les gens qui prennent des animaux et qui s'en occupent pas. Je crois qu'on a également ici une autre réaction qui semble être en lien avec tout ça, alors ça peut être juste un pour terminer complément. sur cette intervention, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est qu'on confond toujours les symptômes avec les causes. Effectivement, la cause primordiale, c'est le propriétaire de l'animal, effectivement. Juste dans le prolongement de la question qui a été posée là, par l'intervenant de Rangiroa, est-ce qu'en cas de défaillance flagrante de la commune, comme ça semble être le cas à Rangiroa, est-ce qu'un administré peut saisir le tribunal administratif pour enjoindre et obtenir l'obligation de la commune, éventuellement sous astreinte, de respecter ses obligations légales, et en l'occurrence, là je pense plus particulièrement à la création d'un refuge, d'un chenil. Donc ma question c'est, concrètement, est-ce qu'un administré peut saisir le TA pour contraindre sous astreinte la commune à respecter ses obligations légales? Alors oui, la réponse, c'est, puisque vous avez déroulé à peu près l'intégralité du fil, en omettant juste une petite étape préalable, mais qui est absolument indispensable, c'est-à-dire de saisir au préalable le maire pour lui demander la mise en œuvre pratique de son obligation, autrement dit, lui demander de mettre en œuvre et de mettre en place le service public de la fourrière. Et s'il ne répond pas ou s'il répond non, effectivement, vous pouvez saisir, cette fois-ci en excès de pouvoir, le juge administratif afin de voir annuler cette décision en assortissant votre mémoire d'une demande d'injonction pour que le juge administratif enjoigne la collectivité d'assurer pleinement ses obligations. Voilà, ça aura le mérite d'être Est-ce que fait je peux ici. compléter juste la question? Oui. Parce qu'on a beaucoup de communes qui n'ont pas les moyens de faire un refuge et de l'administrer. Est-ce que l'État, qui ne donne pas les moyens aux communes de se mettre aux normes par rapport à la réglementation, est-ce que l'État peut être attaqué au TA, tout simplement? En raison d'un défaut de moyens. Alors, souvent, on raisonne peut-être un peu vite en défaut de moyens. Il faudra quand même l'objectiver. D'une part, d'objectiver ce défaut de moyens et la nécessité de mettre en place ce service public obligatoire de la fourrière. Si ces deux conditions sont réunies, il n'y a pas la question des moyens, elle n'est pas abordée, puisque nous on va aborder la question sur le plan de la légalité, en se posant la question de savoir si oui ou non c'est obligatoire, c'est une compétence obligatoire, la question ne se pose pas. Après, la manière dont la collectivité va satisfaire à ses obligations, c'est des arbitrages budgétaires qu'elle devra faire. Et quant à la responsabilité de l'État qui serait défaillant dans l'évaluation de sa dotation, ce sera vraiment une autre question contentieuse. Après, juste pour compléter ce qui a été dit. Enfin, non, je vais juste rebondir ce qu'a dit M. Boumengel. Il y a toujours possibilité aussi de procéder par délégation de service public. Donc la commune est compétente, mais elle peut déléguer son service public peut-être à une association, et donc une association qui pourrait plus facilement se financer. C'est vrai, dans certaines îles, effectivement, il n'y a pas d'association. On vous écoute, Tavanara. Oui, pardon, je me présente, je m'appelle Anna Nguyen, donc je suis administratrice d'État des îles du Vent et sous le Vent, et je vois d'ailleurs une collègue, Annie, qui est aux Marquises, qui est l'administratrice. Maroulou, à vous d'être là, on les applaudit eux aussi. Merci pour votre présence. Non, mais merci beaucoup. Non, je voulais juste réagir
à ce que Carole, tu viens de dire, alors l'État met les moyens à disposition des communes et des collectivités qui en font la demande. D'ailleurs, Matahiri, tu as bien mis dans le slide toutes les subventions et les aides que l'État peut accorder justement aux communes, sauf qu'on n'a pas de demande pour le moment très concrète. Voilà. Donc nous, on est prêt à aider, et on parlait aussi de substitution de l'État si un maire effectivement est défaillant sur ses compétences d'ordre, de sécurité, de salubrité. Donc ça nous est déjà arrivé, hein, voilà, d'être en substitution pour ces cas-ci, voilà, pour la carence. Alors, donc en tout cas, l'État, nous, je ne sais pas si Annie aussi sera d'accord, on fait beaucoup de pédagogie auprès des communes pour que justement elles exercent leurs compétences et qu'elles nous transmettent leurs besoins. Juste pour compléter la réponse d'Anna, moi je vais dire deux choses. La première, c'est que le taux d'exécution des crédits d'investissement en Polynésie, il n'est pas terrible. Donc on peut se permettre vraiment d'investir sur ces sujets-là. La deuxième chose, c'est l'importance de la manière dont les Tavana traitent le sujet des animaux. Aujourd'hui, on sait que c'est de second rang. C'est pour ça que c'est important d'organiser ce genre d'événement, pour que les Tavana se rendent compte qu'il faut le mettre au même niveau. Les interventions de ce matin, pour moi, étaient vraiment fondamentales, parce que ça, c'est la brique qui me manquait pour revenir vers mes élus, pour leur dire, là, j'ai des briques supplémentaires pour vous dire, les animaux, c'est pas que les animaux tout seuls, ils sont complètement liés à nos quartiers, à nos familles. Voilà, donc c'est pour moi deux points importants qui vont permettre derrière de convaincre un peu plus d'élus de se lancer dans l'aventure. Merci. Je vois qu'on a notre deuxième Tavana du coup, qui veut aussi réagir. J'ai vu Reiloa qui voudrait aussi interagir avec nous, mais comme on t'a laissé la parole, papa, est-ce que tu veux bien qu'on entende? Je veux juste répondre. C'est pas une question que mon maire refuse. Le problème à nous dans les îles, c'est le foncier par rapport à la mise en place de ces structures-là. D'où j'ai ramené la question par rapport à la responsabilité des proprios. Maruru. D'accord, on comprend mieux, effectivement. On va compléter ici. Est-ce qu'on peut donner le micro derrière, s'il te plaît? Voilà, elle court, elle arrive, Tamanahau. Je m'associe aux propos de ma collègue Anna. Tout simplement, la situation dans les archipels éloignés a une couche de difficultés supplémentaires. Tu disais le foncier, mais on a aussi le manque de vétérinaires, sachant que les procédures reposent généralement sur l'évaluation comportementale. On a aussi du mal à mettre les choses en place. Quand on n'a pas de veto, qu'on a une tournée ou deux par an, c'est très difficile et les maires se sentent un peu démunis. Pour autant, nous, on est à leur côté. L'année dernière, le séminaire qui a été fait, qui a été organisé au profit des maires des Marquises, comptait dans son ordre du jour ce sujet en très très bonne place. Poéa, tu y étais, mais c'est vrai que c'est compliqué d'avancer quand on est démuni de tout et donc on n'a pas de demande de subvention concernant les refuges et la fourrière. Donc c'est très important de faire aussi ce type de colloque. Tous mes remerciements à vous tous qui l'avez organisé, porté, nourri. J'étais là ce matin, c'était très intéressant aussi, parce que les mentalités doivent changer. Et bouleversement sociétal, ça veut dire aussi changement de point de vue par rapport à la relation à l'animal. Et ça veut dire aussi qu'il faut qu'on aide nos collectivités à avancer dans cette voie, même si je reconnais que, évidemment, les propriétaires ou en tout cas ceux qui accueillent les animaux doivent être aussi en première ligne et responsabilisés. Merci infiniment pour ces remerciements encore une fois, pour ce regard partagé également. Eh bien, quelle journée riche encore une fois. Est-ce qu'on a peut-être un dernier partage rapidement, parce qu'on arrive vraiment à la fin de cette journée. Et puis, il y a Laure Bélanger, notre ami Laure Bélanger, qui aimerait aussi conclure, partager. Oui, je vois que tout va bien pour vous. Écoutez, j'aimerais du fond du cœur vous remercier. Ah, je vois Matahiri. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Non,
Non, en fait, moi je voulais vraiment remercier particulièrement aussi Gwenola de la présentation qu'elle fait de ce matin, parce que derrière, elle soulève vraiment des questions de société vraiment importantes, profondes. Hein. Donc on doit s'interroger sur notre rapport aux autres, notre rapport aux femmes, notre rapport aux enfants. Donc merci beaucoup pour cet éclairage de la situation. Voilà. Et derrière, il y a aussi tout le débat éthique, tout le débat philosophique qu'on doit mener pour traiter ces sujets-là. Maruru. Merci, merci. Voilà, je voudrais dire juste avant de passer la parole à Laure, parce qu'elle a prévu de conclure et de vous remercier également, que j'ai été bien particulièrement touchée par cette prise de conscience qu'au-delà de l'animal lui-même, eh bien, nous voyons bien qu'en agissant conjointement, comme ça a été vraiment le cas ici, là, dans nos échanges depuis hier, en croisant nos regards et nos compétences, on peut avoir un impact beaucoup plus large. Et je crois... Je me disais depuis hier déjà, et aujourd'hui, ça ne fait que confirmer ce sentiment que j'ai eu. C'est ainsi qu'on peut prévenir des drames et construire aussi une société qui soit plus protectrice et plus humaine. Au-delà de tous ces jolis mots, j'aimerais vous dire, plus personnellement, j'ose le partager ici avec vous, en tant qu'enfant du Fénois, j'ai moi-même grandi avec la réalité des violences faites aux animaux, au sein de mon foyer, et des violences intrafamiliales envers les femmes, ma mère, pour être plus précise, et envers les enfants, moi-même, pour être plus précise. Donc voilà, depuis hier, je vous entends, et encore une fois ce matin, avec cette table ronde dirigée par Madame Jolie-Cause, merci. J'aimerais vous dire que ce ne sont pas des sujets uniquement théoriques pour moi, c'est une expérience vécue. Et ce que je retiens de ce colloque, c'est qu'aujourd'hui, justement, les choses, elles avancent. J'ai été particulièrement touchée de vous voir, d'horizons aussi divers. Il y a tout à l'heure des personnes de la police nationale qui sont venues aussi me voir et me dire « Nous aussi, on est là » et c'est particulièrement intéressant de rencontrer toutes ces personnes, d'entendre tous ces témoignages. Voilà, je crois qu'on n'est plus seuls. Hein, chacun de notre côté, à mener ce combat. Les regards se croisent, les compétences se complètent et c'est ensemble que nous construisons des réponses. Ça me rassure profondément. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Alors, un grand merci à tous nos collaborateurs, sans qui cela n'aurait pas été possible. Très clairement, le ministère de la Justice, on l'applaudit, l'Ordre des avocats, le barreau de Papeete, l'Université de Polynésie française qui nous accueille ici, le groupement pour le développement de l'innovation, l'École nationale de la magistrature, on continue d'applaudir s'il vous plaît, l'administration pénitentiaire et enfin le Conseil d'accès aux droits de Polynésie française. Maruru, encore une fois à vous pour votre intérêt, votre engagement pour ces sujets. Merci pour vos interventions parce que bien, j'ai senti vraiment que vous étiez à l'écoute et dans ce respect et je crois sincèrement qu'on peut organiser des colloques. Mais lorsqu'on n'est pas dans cette intention, c'est difficile d'en retirer des choses concrètes. Donc bravo à vous tous. Enfin, trop c'est jamais assez, Laure. Maruru à toi, on peut t'applaudir pour avoir su organiser avec toute ton équipe, avec tes collaborateurs et ta belle équipe de bénévoles aussi. Eh bien, ce colloque inédit et je crois réussi. Je vous propose bien maintenant de laisser la parole à Laure. Merci infiniment, c'était un plaisir, un honneur pour moi d'être modératrice générale de ce colloque. Merci Maïté. Alors il m'incombe la mission de clôturer ce colloque. C'est un exercice qui est toujours un peu difficile, d'abord parce que je pense que vous commencez à être un petit peu fatigués, même si on vous a mis des doses de café pour que vous teniez justement sur ces 2 jours. Et puis c'est un exercice difficile parce que j'ai essayé d'intégrer jusqu'à la fin les interventions des uns et des autres, donc mes feuilles sont complètement illisibles, mais je vais essayer de m'en sortir au mieux. Je vais essayer d'être le moins longue possible, mais je pense qu'après 2 jours de discussion aussi intense et passionnante, je ne pouvais pas terminer juste avec un mot de remerciement et puis c'est tout. Donc voilà, je vais quand même dire quelques mots de remerciement, faire un petit bilan de ces 2 journées et puis ouvrir sur des perspectives. Alors les remerciements, j'en ai reçu énormément et je vous remercie tous du fond du cœur. Donc c'est à moi maintenant de vous remercier.
Voilà. Je voudrais bien sûr remercier notre modératrice générale qui a vraiment été exceptionnelle, qui avait la lourde tâche de faire la gardienne du temps. C'était extrêmement délicat comme rôle et donc voilà, elle l'a fait avec brio. Je voulais bien sûr remercier tous les intervenants, dont certains sont venus de loin, dont certains ont veillé très tard. Je voulais bien sûr vous remercier, le public, hein, vous êtes venus nombreux, vous avez joué le jeu, vous avez été particulièrement actifs et toujours respectueux et vous avez vraiment contribué à enrichir tous les débats. Et je voulais moi aussi remercier, Maïté les a tous cités donc je ne vais pas le refaire, mais les institutions et les organismes qui ont soutenu ce colloque, qui l'ont rendu possible et qui ont permis d'en faire un moment convivial en offrant des collations, en offrant des déjeuners sur les 2 jours, c'est quand même assez exceptionnel. Je voulais en particulier exprimer ma profonde gratitude envers les chefs de cours et les chefs de juridiction de Papeete. Les chefs de cours qui ont soutenu de bout en bout cette initiative, l'organisation et la tenue du colloque. Et je voulais bien sûr saluer leur participation particulièrement précieuse à ce colloque. Et mes chefs de juridiction, les chefs de la juridiction de Papeete, pour la confiance qu'elles m'ont faite et pour leur soutien depuis la naissance de ce projet. Bien évidemment, je voulais remercier le laboratoire GDI de l'Université de Polynésie française pour son aide, son accueil et le travail également de son personnel, le personnel de com, le personnel informatique, le coordinateur de l'événement. Toutes ces personnes ont travaillé vraiment d'arrache-pied pour que ce colloque se déroule le mieux possible. Et bien évidemment, après les participants, je voulais faire adresser un grand merci à tous les bénévoles. C'est une équipe de divers horizons et de divers âges qui ont un point commun, c'est qu'ils étaient tous extrêmement motivés. Je voudrais les citer, je voudrais vraiment les citer. On a Carole, Audrey, Maëva, Chantal, Annie. On a Théa, Manouya, Jacqueline, Hinamiti, Jessie, Chloé. On a Bijou, on a Héré. Voilà, toutes ces personnes, grande majorité de femmes, ont vraiment énormément travaillé sur le colloque. Une mention spéciale pour l'association Reo Tahiti, qui nous a décoré quand même très joliment cet amphithéâtre. Et voilà, et une mention spéciale pour Carole Couturier, qui avait ce double rôle, même le triple rôle. Elle a été intervenante, elle a été très active en tant que membre du public, et elle a été coordonnatrice de toute l'équipe des bénévoles. Voilà. Alors ensuite, je voulais quand même faire un bilan des travaux. D'abord, dire que des échanges riches et variés de ces 2 jours se dégage un constat général que j'aimerais vous faire partager. Au fil des interventions, nous avons vu combien l'animal domestique occupe une place singulière dans nos sociétés, en Polynésie comme ailleurs. Mais en Polynésie française, cette singularité prend un sens particulier, enraciné dans l'histoire et la culture locale. Et ça, c'est notamment l'anthropologue Frédéric Torrente qui a permis de nous en rendre compte. Ensuite, les regards croisés et échangés pendant ces 2 journées nous ont permis de dresser un état des lieux assez précis des enjeux juridiques autour de l'animal domestique en Polynésie française et de faire ressortir, à mon sens, 4 points importants, particulièrement marquants. Le premier point, c'est la complexité du droit applicable, mais aussi de l'application du droit. Le colloque a mis en lumière la nécessité de rendre le droit plus lisible et plus effectif. Ça vaut pour tous les domaines du droit. J'en sais quelque chose en tant que magistrat coordonnateur du tribunal foncier, et ça vaut pour le droit applicable concernant les animaux. Et c'est notamment cette complexité du droit, ce qui ressortait de la présentation de M. le procureur général Benet Chambellan ce matin, et puis des interventions d'hier après-midi de Raïmana Lalman-Moé et des responsables du pays, ministère et d'IREN. Là, c'était pour la complexité du droit, mais il y a aussi la complexité de l'application du droit. Le colloque a mis en évidence que pour prendre des décisions en la matière, il est nécessaire de prendre en compte la dimension culturelle et sociale du sujet que nous avons abordé ces 2 journées. Les décisions, ce n'est pas que les juges qui les prennent, hein. Mais du côté de la magistrature, je vais me permettre de paraphraser Madame la Première Présidente, mieux comprendre pour mieux juger.
Et c'est en particulier la session sur les obligations qui pesaient sur les particuliers et les collectivités, donc la session de cet après-midi, en faisant notamment intervenir 2 magistrates du tribunal judiciaire et un magistrat du tribunal administratif de Papeete, qui a démontré toute la difficulté entre le droit et, enfin, la difficulté du droit et de son application concrète. Donc le premier point, c'était la complexité. Le deuxième point, il y en a 4, le deuxième point, c'est la diversité des thématiques abordées. Ce colloque a permis d'élargir notre champ de vision, parfois trop restreint, comme l'a montré Matahiri Meïré, trop restreint autour des questions autour de l'animal domestique. Les interrogations autour du rôle de l'animal vis-à-vis des victimes et des délinquants, ou encore les interrogations relatives au traitement juridictionnel des litiges autour de l'animal, montrent que l'animal, et en particulier l'animal domestique, en raison de sa proximité avec l'humain, est au croisement de nombreuses problématiques juridiques, mais également sociales et éthiques. La condition animale n'est pas qu'une question de droit et une affaire de justice, elle engage aussi la santé publique, l'éducation et de manière générale la cohésion sociale. Troisième point, après la complexité et la diversité, c'est l'unité d'un certain nombre de sujets relatifs aux humains et aux animaux. Ce colloque a permis, et là je vais paraphraser Matahiri Meïré, ce colloque a permis de décompartimenter les sujets relatifs aux uns et aux autres. L'exemple le plus significatif, c'est bien évidemment la corrélation entre maltraitance animale et violence intrafamiliale, qui a été traitée dans le cadre des 2 tables rondes de ce matin, dirigées par Monsieur le procureur général et Madame la première présidente. Et bien évidemment, par l'ensemble des membres de ces 2 tables rondes. Quatrième et dernier point, je vous rassure, complexité, diversité, unité, complémentarité. La complémentarité, c'est celle du rôle de chacun. Magistrats, avocats, policiers, gendarmes, agents pénitentiaires, vétérinaires, associations, institutions locales et nationales. Ce colloque a mis en avant l'intérêt d'un travail collectif qui est un gage d'efficacité. Il a aussi mis en lumière, notamment ce matin, qu'une nouvelle loi n'est pas toujours indispensable. Plusieurs problématiques juridiques peuvent être réglées, notamment par des conventions. C'est ce qu'on a vu ce matin avec en particulier les interventions du procureur général Rastoul et de maître Moreau, qui ont mis en avant le rôle important des associations, qui sont vraiment en demande de conclure des conventions avec notamment la justice, et qui peuvent apporter aux juristes leur expérience de terrain. Je parle des associations, mais il y a bien évidemment également des organismes tels que le SICFA. Outre des conventions, on peut régler des problématiques juridiques également par la vigilance des différents acteurs concernés, à condition qu'ils soient bien sûr bien formés sur ces problématiques particulièrement complexes. Dans le cadre de ces 2 journées, nous avons vu l'importance du rôle des avocats. Ce sont notamment les interventions des avocats de métropole et également des avocats locaux, le dernier étant Maître Fidèle, qui a vraiment mis en avant le rôle vraiment important que pouvaient jouer les avocats sur ces différentes problématiques. Rôle important bien évidemment des enquêteurs, on l'a vu ce matin avec l'intervention de la DNMLA et de l'OCLAESP. Place fondamentale des vétérinaires. Là, ce sont les interventions des vétérinaires locaux et du président de l'ordre des vétérinaires nationaux, pardon, et de l'ordre du président de l'ordre des vétérinaires locaux qu'il a mis en avant. Les problématiques juridiques peuvent être réglées par des conventions, par la vigilance des acteurs et également par le juge et, peut-être que j'oserais le dire, par le pouvoir créateur du juge. En tout cas, on en a parlé aujourd'hui et hier également du rôle de la jurisprudence. Le rôle de la jurisprudence pour renforcer la protection à travers le critère du lien d'affection. Le rôle de la jurisprudence pour appréhender la vulnérabilité du détenteur. Ça, c'était notamment l'intervention de Joël Casanova et l'intervention des avocats, Maître Moreau et Maître Fidèle. De manière générale, le rôle du juge pour faire avancer la société a été souligné par Madame la Première Présidente ce matin. Je terminerai en quelques mots sur la suite de ce colloque, les perspectives. Ce colloque n'était pas seulement un temps de réflexion académique, il s'inscrit dans une dynamique plus large. Les différentes interventions nous l'ont bien montré. Ils ont dégagé des pistes, ils ont lancé des projets. Quelques exemples, parce que je ne pourrais pas tout citer.
mais on avait les propositions qui ont été faites par le SPIP, notamment de création d'un stage de sensibilisation à la condition animale. On a la DIREN qui a fait part de la création très prochaine d'un outil dématérialisé de signalement des maltraitances animales. On a également l'idée lancée par Matahiri Meiré de, je reprends ces termes, faire de la Polynésie française le plus grand sanctuaire de chiens au monde. Ce sont des pistes qui vont continuer à être explorées et ce ne sont pas des mots en l'air puisque dès demain, vous allez avoir des ateliers mis en place par la DIREN, ateliers de co-construction de la politique publique en faveur du bien-être animal, auquel je vais participer. Donc voilà, ce sont des conséquences concrètes du colloque aujourd'hui. La Polynésie, je l'avais dit dans les quelques mots d'ouverture, mais je vais peut-être élargir pour ne pas paraître pour quelqu'un de chauvin, la Polynésie ou la zone Pacifique, parce qu'on a vu l'apport également de la Nouvelle-Calédonie, qui a également des initiatives. Donc la zone Pacifique est peut-être source de solutions innovantes, adaptées au contexte culturel et institutionnel, mais aussi inspirantes pour d'autres territoires. Et à cet égard, la justice a tout son rôle à jouer. En clôture, je vous indique que les actes du colloque feront l'objet très probablement d'une publication et j'en suis vraiment ravie. Je conclus par une phrase, par une idée qui a été le fil conducteur de ce colloque. L'animal domestique n'est pas seulement un objet de droit, il est un sujet de relation. En améliorant sa condition, c'est aussi la nôtre que nous améliorons. Voilà, je vous remercie très chaleureusement et je déclare clos le colloque.